Au Kenya, semaine de tension durant laquelle le pays a été au bord du précipice, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre une loi de finances jugée inacceptable. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres au Kenya. Des jeunes gens prenant d'assaut les locaux du Parlement où étaient rassemblés des députés qui statuaient sur la nouvelle loi des finances. Son adoption, malgré le refus d'une frange de la population, a conduit à de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Le président kenyan s'est adressé à la nation. Les événements d'aujourd'hui marquent un tournant décisif dans notre capacité à répondre aux graves menaces sur notre sécurité. Je tiens à rassurer toute la nation, le gouvernement a mobilisé toutes les ressources nécessaires pour s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise plus, quel qu'en soit le coût. Des dizaines de morts sont à déplorer après une répression aveugle et finalement la loi des finances, nous dit-on, a été retirée. Nous sommes avec Noé Michalon, journaliste pour Africa Intelligence basé au Kenya. Noé, que s'est-il passé à Nairobi? Quelles sont les raisons de la colère et pourquoi une répression aussi féroce? Bonjour Théophile, merci de m'inviter. Bonjour à tous les invités en plateau. Alors, on a assisté ces derniers jours à un mouvement vraiment historique au Kenya parce qu'on n'avait pas vu depuis aussi longtemps des aussi grandes foules manifester dans les rues. Jusqu'à présent, ce genre de manifestation était vraiment sous l'impulsion des responsables politiques, des syndicats, et ça ne prenait pas une aussi grande ampleur. Là, on a vraiment eu un mouvement très spontané, sans vraiment que les partis politiques n'arrivent à suivre même le mouvement, ni les syndicats d'ailleurs. Et donc, tout ça est la résultante d'un processus assez long. Vraiment, tu l'as mentionné, il y a eu cette loi de finances, ce projet de loi de finances qui finalement a été retiré, qui prévoyait de fortes hausses d'impôts. Mais en réalité, depuis quelques années déjà, les Kenyans doivent serrer la ceinture. L'inflation, depuis le Covid, a déjà pris une place importante dans leur vie, et ça s'est pas arrangé avec d'autres crises, avec les effets de la guerre en Ukraine, etc. Et en même temps, alors que le gouvernement, l'État kényan est assez endetté, les Kenyans ont dû faire face à une loi de finances qui prévoyait énormément de hausses d'impôts. On avait des taxes notamment qui étaient augmentées ou même mises en place, notamment sur le pain, sur des produits essentiels, des taxes sur le pain. Par exemple, absolument, Oui. absolument. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. Alors, des taxes sur le pain, quelles autres taxes ont mis les Kenyans dans la rue? Alors, il y avait aussi, par exemple, des taxes sur les produits essentiels comme les protections hygiéniques ou même sur les services médicaux. Il était question que les chimiothérapies soient sujettes à la TVA, des choses qui ont vraiment révolté beaucoup de monde. Et c'est pas la première fois que les Kenyans devaient faire face à une telle loi de finances. L'an dernier déjà, il y avait eu énormément de nouvelles taxes et d'impôts qui étaient mis en place. Il y avait eu des mouvements, mais pas aussi grands. Et je pense que l'un des facteurs changeants aussi, c'est la mise en retrait de l'opposition principale, de l'opposant principal, Raila Odinga, qui est l'opposant historique du Kenya, qui s'est présenté 5 fois au présidentiel sans jamais réussir à prendre le pouvoir, mais qui gardait une influence importante. Et depuis le début d'année, vous avez dû le voir, il est candidat pour prendre la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et donc, je pense que beaucoup de Kenyans se sont dit qu'ils ne pouvaient maintenant compter que sur eux-mêmes et sur leur capacité d'organisation pour sortir dans la rue. Et donc, on a vu très vite des groupes se mettre en place sans vraiment de leader établi, principal, sans vraiment de hiérarchie. C'était très organique, très spontané, avec aussi pas mal de jeunes. Beaucoup de Kenyans ont présenté ce mouvement comme le mouvement de la génération Z. Voilà, ces Kenyans qui ont 20, 25 ans, qui sont diplômés pour beaucoup d'entre eux, mais qui n'arrivent pas à trouver de boulot et qui maintenant doivent faire face à une vie de plus en plus chère. Il n'y a pas que, évidemment, hein, d'autres Kenyans aussi, d'autres générations sont sortis dans la rue. C'était vraiment eux qui étaient au centre de l'attention. Et les réseaux sociaux ont servi à la mobilisation? Énormément, énormément sur Twitter, sur TikTok. TikTok est très utilisé sur les sujets politiques au Kenya. Évidemment, après WhatsApp, les boucles WhatsApp se mettaient en place pour se coordonner, se retrouver. Et par exemple, c'était un mouvement aussi assez inclusif technologiquement parce que vous avez des systèmes USSD, vous devez connaître, c'est un système qui n'a pas besoin d'avoir une appli ni un smartphone. On envoie un SMS à un numéro, donc même depuis un téléphone très ancien, ça marche.
et on reçoit en retour des informations. Donc, quelques ingénieurs kenyans ont mis en place un tel système pour trouver des points de manifestation près de chez eux, pour déclarer des violences policières, pour trouver des points médicaux avec des infirmiers, avec des médecins qui se donnaient rendez-vous sur leur temps libre, hein, vraiment bénévolement, pour soigner les personnes victimes des violences policières. Donc ça a été aussi assez intéressant technologiquement à observer. Ouais. C'est très intéressant, d'autant plus que le Kenya est un peu la start-up nation africaine, avec un mouvement d'activistes en ligne très ancien. On se rappelle que lors des crises politiques récentes, il y a eu une application qui s'appelle USHA-ID, qui se fondait notamment sur les SMS et sur l'USSD il y a plus de 15 ans et qui avait monitoré les violences policières dans ce pays-là. Mais pourquoi une répression aussi féroce? Pourquoi la police s'est jetée avec une telle férocité sur les manifestants? Elle avait peur d'une révolution? Je pense qu'il y a une certaine part de peur du côté de l'exécutif, c'est vrai, parce qu'on a vu des slogans qu'on n'avait pas vus jusque-là. Je suis installé au Kenya depuis 5 ans et vraiment, j'avais jamais vu un tel rejet de la classe politique dans son ensemble. En fait, au-delà de la loi de finances, c'est toute la classe politique qui a été remise en question par les manifestants. Ça m'a fait, bon, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais ça m'a un petit peu fait penser au mouvement des Gilets jaunes en France au début, où on commençait par rejeter une mesure, et puis ensuite on élargit la focale à une critique plus profonde du système, d'une classe politique dispendieuse. Par exemple, alors que je parlais de la hausse des taxes et des impôts, la classe politique, elle, ne s'est pas vraiment serré la ceinture. Le gouvernement, le président, par exemple, a décidé la rénovation à grands frais des différentes résidences présidentielles dans le pays, quelque chose comme une dizaine de millions de dollars quand même qui sont alloués à ça. Il y a des postes qui sont créés pour beaucoup de personnalités sans même d'existence légale. Par exemple, la première dame dispose désormais d'un bureau officiel avec un budget de 7 ou 8 millions de dollars par an, ça dépend du cours du shilling. Pareil pour l'épouse du vice-président, etc. Donc les Kenyans ont vu ça et ont vraiment rejeté en masse leur classe politique. Donc je pense qu'il y a en effet d'un côté cette peur que ce mouvement soit incontrôlé et prenne en effet d'autres proportions. C'est allé jusqu'à ce qu'une partie de l'Assemblée nationale prenne feu pendant les manifestations. Parce que les manifestants envahissent l'Assemblée nationale. Tout à fait, ils ont occupé l'Assemblée nationale alors que l'Assemblée nationale était extrêmement gardée. Hein. Le mot d'ordre donné dès le début, c'était Occupy National Assembly. Donc le pouvoir savait à quoi s'attendre et pourtant les manifestants ont réussi à entrer dans l'Assemblée nationale qui était donc très lourdement gardée. Et la police a pour beaucoup tiré à balles réelles sur beaucoup de manifestants. On a des dizaines de morts. On n'a pas encore de bilan exact, mais tous les jours on voit passer des nécrologies de tel ou tel manifestant, la plupart entre une vingtaine et une trentaine d'années. Et d'un autre côté, je pense qu'une autre clé pour comprendre ces violences-là, c'est de mieux connaître aussi le personnage de William Ruto. Donc il a été élu en 2022, mais il est loin d'être nouveau sur la scène politique. Ça fait une trentaine d'années qu'il est actif. Et il a fait ses classes politiques dans les années 90 sous la présence de Daniel Arap Moi, qui est considéré comme le président le plus autoritaire qu'a pu connaître le Kenya, qui avait instauré un régime de parti unique, avec des enlèvements, avec une répression de la presse, des différents contre-pouvoirs. Et donc beaucoup considèrent que William Ruto a appris un peu ce même script. Et effectivement, on a vu ces derniers jours le retour des enlèvements forcés des personnes. On voit les caméras de surveillance qui filment des personnes en train de se faire enlever dans la rue par des 4x4. Et on n'a plus de nouvelles de ces personnes pendant 2-3 jours, et puis elles refont surface en témoignant avoir été emmenées dans des maisons éloignées, avoir été brutalisées, frappées pour certaines, très, très fortement intimidées. Donc je pense que William Ruto aussi veut envoyer un message de fermeté, de dureté, pour dire aux Kenyans, voilà aussi ce qui vous attend si vous contestez un peu trop fort ma politique. Et même s'il a retiré la loi de finances après la contestation, le message est passé, je pense. Beaucoup de gens autour de moi hésitaient à aller manifester. Certains, ils sont quand même allés encore hier, mais
hésité quand même en ayant vu les tirs à balles réelles sur les manifestants pacifiques. Et on a aussi vu la sœur de l'ancien président américain Barack Obama se faire brutaliser. Ça mondialise aussi les choses, puisque bien entendu, les Américains, les chaînes de télévision américaines vont raconter cette histoire de la sœur d'un des hommes les plus puissants du monde qui est sous le feu des grenades lacrymogènes. On va faire un petit tour de plateau, Noé, et revenir vers toi. Ouais. Finalement, on a l'impression que justement cette question de vie chère, de conditions réelles d'existence, c'est ça qui écrit l'histoire désormais en Afrique. Ah oui, non, ça traverse l'ensemble du continent, y compris le Kenya reste, malgré ses insuffisances, la première économie d'Afrique de l'Est. Malgré le pays le plus moderne d'Afrique. Oui, comme vous avez dit, sur la question de start-up, même si aujourd'hui ça s'est retourné, mais la question de la technologie, le Kenya a une avance importante. Moi, je crois que ça pose aussi le problème de la gouvernance en Afrique. Comment on peut concevoir une loi d'une telle envergure sans avoir au préalable déminé le terrain, associer le Parlement, associer les jeunes, associer les concernés. Et puis, ça pose en deuxième chose, au regard des éléments qui viennent d'être énumérés, la question de l'éthique politique en Afrique. Comment vous pouvez prendre 8 millions de dollars ou quelque chose comme ça pour le fonctionnement du cabinet de votre épouse et puis augmenter de 16% la taxe sur le pain. Le pain qui est... Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Dans d'autres pays, on subventionne le pain. Bien sûr. Donc, il y a quand même un problème d'éthique politique que ça pose. En même temps qu'on demande au peuple de faire des sacrifices, en même temps, on rénove des villas, on fait des choses. Donc, il y a, au Kenya, comme dans d'autres pays, et je pense que c'est ça qui a amené à cette éruption de violence. Les jeunes auraient pu s'arrêter là, mais aujourd'hui, malgré la volonté de retrait, malgré la volonté d'apaisement, puisque le pouvoir a vu que c'était devenu dangereux, et il a fait des reculs à reculades, on ne sait pas jusqu'où il va reculer, peut-être qu'il va reculer jusqu'à tomber dans le gouffre. Mais d'un point de vue systémique, est-ce qu'on ne peut pas y voir quand même les exigences du FMI et surtout la question de l'endettement de l'Afrique? On va en parler avec Noé, mais je voulais avoir votre point de vue dessus, parce que au Ghana, il y avait déjà eu des émeutes similaires, quasiment la même chose qu'au Kenya, peut-être avec moins de morts, mais toujours autour des taxations. L'Afrique est dans le nouveau cycle de la dette. Elle s'est endettée et maintenant il faut rembourser. Et pour rembourser, il faut créer des impôts. Et en plus, quand on a déjà déroulé le pont d'or à toutes les multinationales à qui on ne prend pas leur juste contribution à l'effort national, on prend les impôts les plus larges à une population qui est en réalité pauvre. Fabrice. Non, je crois que juste il y a le problème de contexte. Souvent, quand on conçoit ce type de mesures qu'on peut apporter de l'extérieur, elles ne tiennent pas compte du contexte local. Pour moi, la responsabilité du gouvernement africain, c'est d'accepter. Il est de leur responsabilité de dire que ça ne marche pas chez nous. Souvent, ces organisations-là, elles expérimentent les choses au Bangladesh, elles expérimentent les choses en Thaïlande, elles viennent vous proposer. Ce qui a marché en Thaïlande ne peut pas marcher au Burkina. Mais quand elles ont des éléments sur toi, en tant que chef, que tu as pris l'argent, que tu as détourné, tu te calmes. On te dit de faire, tu fais. Tu ne peux pas dire non. La dette publique au Kenya approche les 70% du PIB. Les recommandations du FMI, c'est autour des 50%. Donc, à partir de ce moment, le Kenya... Les Occidentaux dépassent 100%, sans problème. Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le Kenya est en quelque sorte enjoint à avoir une certaine politique d'austérité. Néanmoins, je trouve quand même que cette loi de finances, moi, quand j'ai vu passer cette taxation de produits, clairement des produits de première nécessité, je me suis dit qu'il y avait quand même une grosse erreur de calcul de la part du président Ruto, parce que le Kenya, c'est quand même un pays qui a une longue tradition ou une histoire des révoltes, des soulèvements populaires, des manifestations. Depuis la période coloniale, on se souvient que le multipartisme a été introduit en 91 grâce à des manifestations. 2007, après les élections très contestées, la grosse répression qui a eu lieu, c'était aussi après d'importantes manifestations. Donc, il y a clairement une erreur de calcul. Il y a une erreur d'analyse aussi de cette... On a vu, on l'a dit, Noé l'a dit dans son intervention, ce sont des jeunes qui se mobilisent. C'est une jeunesse
très éduqué, très politisé, qui n'a pas peur de se mobiliser politiquement pour ses droits. Et voilà, une jeunesse mondialisée également. Qui est mondialisée, qui utilise les réseaux sociaux. On voit les références des Gilets jaunes et de Occupy, Occupy Wall Street, etc., qui a eu lieu aux États-Unis, etc. Jean-Paul? Pour moi, cette question du Kenya, comme tu l'as dit tantôt, ça s'est passé au Ghana. Ce que moi j'appelle les émeutes de la faim. Mais tous les pays, pour moi, c'est une question de nous, la structure de nos économies. Aujourd'hui, on est tous ces pays-là qui sont en train de développer des taux de croissance, quelquefois 2 chiffres, sont des croissances qui sont faites par de l'endettement. Mais arrivé à un certain moment, pour pouvoir rembourser, il faut pouvoir créer de l'argent pour pouvoir rembourser ces dettes-là. Et ces banques, ces institutions de Bretton Woods-là, comme tu l'as dit, elles demandent que vous augmentiez vos impôts. Mais dans nos structures et nos économies, tout, 80, je pourrais dire 80% de nos économies sont dans l'informel. Oui, donc, et en plus, les pouvoirs rechignent à taxer les vrais riches. Voilà. Il y a une très faible taxation du foncier, de l'immobilier, des grosses voitures, mais on taxe la base. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le paysan ivoirien est le plus taxé du monde. Et pendant ce temps, les personnes qui possèdent 2, 3, 4 maisons ne sont pas taxées. Mais certainement, ils vont y arriver. Parce que soit tu élargis ton assiette fiscale, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans l'informel, on les met dans le formel, de sorte qu'ils soient déclarés et puissent payer des impôts, soit on augmente les impôts. On ne peut pas faire autrement quand on s'est endetté à un tel niveau. Mais on peut aussi taxer les vrais riches. Noé, on retourne vers toi pour conclure la question donc du Fonds monétaire international. Est-ce qu'on peut, et les autres institutions de Bretton Woods, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est centrale dans cette affaire? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé à ma première prise de parole, mais le FMI a été beaucoup pointé du doigt pour l'influence qu'il a eue sur cette loi de finances. Le FMI avait d'ailleurs prévenu le Kenya que la loi de finances allait dans le bon sens, mais risquait de produire certaines manifestations. Mais ils ont, semble-t-il, un peu sous-estimé l'ampleur que prendrait la contestation. Et donc, on a vu beaucoup de slogans cibler le FMI. Et en fait, dès son arrivée au pouvoir en 2022, William Ruto, on le sentait pas forcément venir, on connaissait pas forcément ses orientations en matière de politique étrangère, mais il s'est rapproché assez vite des pays occidentaux, de la Banque mondiale, du FMI pour obtenir de nouveaux financements, parce qu'il est arrivé en prenant les commandes d'un État qui était en effet lourdement endetté. Il était le vice-président, donc il connaissait très bien la situation lui-même, mais il a fait valoir ces questions de dette élevées pour tout de suite essayer d'obtenir des financements de la part du FMI et de la Banque mondiale. Et le FMI a préparé une feuille de route avec le Kenya, qui est disponible sur le site du FMI, qui prévoit un certain nombre de privatisations, des coupes budgétaires, etc., et l'élargissement de l'assiette fiscale. Et en effet, Théophile, tu le mentionnais, il y a aussi des très riches au Kenya. Et ce qui, je pense, contribue aussi à cette contestation, c'est que William Ruto s'est fait élire en 2022 sur une plateforme où il se présentait comme un homme du peuple face aux élites politiques qui s'enrichissent depuis l'indépendance du Kenya. Il faisait face à Raila Odinga, qui, comme je le disais, est là depuis des années, depuis des décennies, qui est lui-même le fils d'un ancien vice-président du Kenya. Et donc William Ruto, voilà. En fait, en gros, on a Raila Odinga, les Odinga, c'est une dynastie politique au Kenya, un peu à l'indienne. Voilà. Et il y a aussi des Kenyatta, qui sont une autre dynastie politique et très riche. Alors que William Ruto, c'est un enfant de la balle. On va dire, c'est comme un Ahmed Bakayoko ou un Charles Blé Goudé à la Kenya, c'est-à-dire, il vient du peuple. Je donne des exemples pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent. Oui, tout à fait. Non, c'est l'image qu'il a voulu se donner, et c'est vrai qu'il est moins privilégié que Odinga et Kenyatta, qui d'ailleurs étaient dans la même coalition. Il vient en réalité d'une classe moyenne, William Ruto. Il a effectivement connu une période où il était dans les classes moyennes, mais il est maintenant en politique depuis 30 ans. Et donc, le fait qu'il soit élu par des gens qui viennent plutôt des classes populaires et qui avaient espoir d'une meilleure vie et qui finalement doivent payer des biens de première nécessité plus chers, je pense, a aussi beaucoup contribué à sa perte de légitimité. L'un des symboles de son élection, c'était une brouette, parce que ça symbolisait justement
les agriculteurs, les fermiers qui allaient vendre leurs produits sur le marché avec leurs brouettes. Et donc, il a même érigé des statues de brouettes qui ont été déboulonnées pendant le mouvement de protestation, y compris dans sa ville natale, c'est dire à quel point le rejet est fort. C'était tout un symbole en quelque sorte, cette rupture avec son électorat. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir, William Ruto? Qu'est-ce qu'il risque désormais d'un point de vue politique? Et ce sera ma dernière question. Donc, oui, William Ruto, lui, risque personnellement d'être rejeté de plus en plus massivement. Là, hier, en ce moment, je suis en Allemagne, j'étais à une marche de la diaspora. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes que ça. Et le slogan avait changé. Maintenant, on est passé du slogan Reject Finance Bill au slogan Ruto must go. Ruto doit partir. Donc maintenant, des gens le confrontent directement en demandant son départ. Parce qu'aussi, William Ruto s'est mis lui-même au centre de tous ces débats-là, en rejetant une loi de finances qui venait d'être votée par son camp au Parlement. Finalement, il a lui-même désavoué ses propres députés et il se retrouve au centre du jeu politique. Donc, il se retrouve dans une situation assez inconfortable. Il a essayé de désescalader la situation. Il a fait un deuxième discours, après un premier discours très violent. Il a fait un deuxième discours qui voulait aller dans le sens de l'apaisement, où il a prévu d'indemniser les victimes des violences policières, qu'il a chiffré à 6 personnes tuées, alors que les preuves commencent à affluer et montrent un bilan pour l'instant beaucoup plus grand. Il essaie maintenant de jouer la modération, mais c'est peut-être déjà un peu trop tard. Je pense que les Kenyans ne sont pas prêts d'oublier ce qu'ils sont en train de vivre. Et la contestation essaie maintenant de se trouver une nouvelle direction. Que contester maintenant? Demander le départ de William Ruto ne risque pas dans l'immédiat d'atteindre ce résultat. En tout cas, on peut difficilement imaginer William Ruto démissionner de lui-même, mais on peut s'imaginer, je pense, une prolongation de ce mouvement dans d'autres espaces, peut-être les universités, les églises, qui jouent un rôle très important dans la vie politique kenyane. Plusieurs nouvelles sphères, je pense, vont être le lieu de ces contestations du président, qui a encore 3 ans de mandat devant lui, minimum. Juste, un dernier mot pour Fabrice. Un tout petit dernier mot, puisqu'il a parlé, Noé, des églises. Les critiques de William Ruto le comparent à Zachée, le personnage biblique qui était une espèce de collecteur d'impôts qui grossissait un petit peu les comptes et voilà, aller dépouiller, spolier un petit peu les gens. Donc ça dit Zachée, beaucoup. c'est le symbole du spoliateur. Ça dit beaucoup pour les cultures bibliques. De la popularité de William Ruto actuellement au Kenya. Merci à vous, Fabrice Sédic, qui est parti, qui est obligé de partir, Jean-Paul et Noé. Et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.